parler d'un projet, c'est ça, qui est financé par le risque et Oranos, mais on a donné un webinaire il y a quelques semaines. À la main levée, qui a assisté au webinaire? Good! Non, mais c'est parce que ça va être un peu redondant. Fait que je suis bien contente. Donc, c'est ça. Là, ça va être un peu un. C'est ça. Je t'ai dit d'être à côté de l'écran. Je peux avancer. Hein? Je peux avancer aussi. Non, non, c'est ça. Donc, je vais vous présenter, dans le fond, aujourd'hui, en 3 parties, la présentation. La première partie, ça va être sur les concepts généraux par rapport aux eaux souterraines, puis le lien avec les inondations, parce qu'évidemment, on a tous des backgrounds très différents ici. Puis, je vais vous présenter aussi là, les grandes lignes de ce projet-là. Deuxième partie, ça va être les résultats du volet sciences naturelles. Troisième partie, les résultats du volet sciences sociales sont distincts, mais sont quand même très interpellés. Donc, on commence avec les concepts généraux. Au Québec, il y a 20 de la population qui est approvisionnée en eau potable par les eaux souterraines. Donc, 80 en eau de surface. Et dans ces 20 %-là, il y en a environ la moitié qui s'approvisionnent par des eaux souterraines à travers un réseau de distribution municipale. Et l'autre moitié, c'est des puits privés. Donc, évidemment, les réseaux, en fait, les eaux souterraines sont principalement utilisées dans les zones un peu plus rurales, périurbaines, alors que les grandes villes ont tendance à s'approvisionner par des eaux de surface. Et puis même dans les plus petites municipalités, les villages qui utilisent les eaux souterraines, dans le noyau villageois, on va avoir souvent un réseau de distribution communautaire, alors que toute la périphérie là, va avoir des puits privés. Donc, au final, il y a environ 1 million de personnes au Québec qui dépendent d'un puits privé, donc c'est pas banal. Le gouvernement du Québec recommande aux propriétaires de faire tester la qualité de l'eau de leur puits 2 fois par an pour la microbiologie, puis 1 fois dans l'utilisation, en fait, la durée de vie du puits pour les caractéristiques chimiques. Donc, la responsabilité de tester l'eau, elle revient aux propriétaires de puits et évidemment, il y a en fait, la très, très vaste majorité des gens qui ne suivent pas ces recommandations-là. On a des données là, qui parlent en Ontario de peut-être 15 des gens qui suivraient les recommandations, mais personnellement, j'ai des doutes sur le 15 J'ai l'impression que les gens, peut-être, ont répondu en étant un peu trop enthousiastes là, sur la fréquence faisaient leur analyse. J'ai un puits, je ne le fais pas 2 fois par année, je peux vous dire. Mais je connais mon environnement. Ça me sécurise un peu. Donc, qu'est-ce que c'est les eaux souterraines? De façon générale, ce ne sont pas des rivières souterraines. Souvent, il y a tu sais, quand on parle aux gens sur le terrain, il y a cette notion-là, c'est des rivières souterraines, des veines d'eau. On entend toujours des veines d'eau comme si c'était vraiment quelque chose de très, très localisé, un peu comme une rivière. Ceci étant dit, ça existe, des rivières souterraines. En fait, il y en a à plusieurs endroits sur la planète. Il y en a en Chine, il y en a ceux qui sont habitués d'aller au Mexique, dans la péninsule du Yucatan, les cénotes, c'est à peu près la chose la plus belle que j'ai vue de ma vie. C'est vraiment des rivières souterraines dans des formations rocheuses qui sont assez solubles, en fait, à force que l'eau passe, ça se dissout la roche. Donc oui, ça existe. Ça existe même au Québec, mais c'est très, très localisé. C'est vraiment pas la majorité des autres formes. Donc, de quoi on parle au Québec? C'est plutôt, en fait, on a des eaux souterraines qui sont dans les matériaux granulaires, donc on creuse avec la pelle, du sable, du limon, de l'argile. Dans ces milieux-là granulaires, l'eau va circuler entre les grains du sol. Donc, puis après ça, si on descend un peu plus bas, dans le roc qui est fracturé, l'eau va circuler dans les fractures de ce roc-là. Et on parle généralement d'aquifère. Donc, c'est quoi un aquifère? C'est une unité géologique. Ça peut être les sédiments granulaires ou ça peut être le roc fracturé qui est perméable. Donc, il laisse passer de l'eau, il y a des fractures, il y a des pores, et qui est saturé en eau, puis qui peut aussi transmettre une quantité significative d'eau. Parce que si on a de l'argile va être gorgée d'eau, mais elle ne peut pas transmettre de l'eau pour qu'on puisse la tirer à partir d'un puits. Donc, ça ne serait pas considéré comme un aquifère parce qu'on ne serait pas capable de s'en servir pour s'approvisionner en eau. Puis, dans ces aquifères-là, on a des puits. Ça, c'est mon puits. Qui sont forés, dans le fond, dans l'aquifère, soit dans les matériaux granulaires ou dans le roc. Ça, c'est un puits au roc, comme on en voit un peu partout. Sinon, on a souvent des grosses citernes en béton là, qui sont des puits de surface. Et donc, en fait, le lien avec les inondations, un aquifère, en fait, c'est toujours mouillé. Donc, ça change quoi qu'on l'inonde? C'est une inondation? Bien, en fait, c'est que de façon générale, quand on a une condition climatique ordinaire, l'eau souterraine va s'écouler toujours de la zone d'infiltration préférentielle, qui va être en amont, dans le haut de la colline ici, vers l'exutoire qui est situé dans le bas, puis elle s'écoule par gravité. Donc, l'eau s'infiltre dans les sols, s'infiltre dans les fractures de la roche et circule par gravité. Puis là, c'est comme si on avait un demi-bassin versant ici. Donc, à gauche, les eaux s'en vont comme ça vers la rivière.
mais elles ne peuvent pas continuer parce qu'à droite aussi, il y a des eaux qui s'en viennent vers la rivière. Donc, quand ça se rencontre, bien, ça fait résurgence dans la rivière, ça ressort. Et donc, euh, dans les climats tempérés, comme au Québec, quand il n'y a pas de surpompage non plus des aquifères, c'est les eaux souterraines, normalement, qui vont alimenter les rivières et non pas l'inverse. Si on est en climat aride ou si on a un surpompage de l'aquifère, le niveau de la nappe phréatique descend et là, ça peut être les rivières qui se vident vers les eaux souterraines. Mais de façon très générale au Québec, c'est le cas de figure qu'on a. Donc, les eaux souterraines s'écoulent vers la rivière qui est nécessairement plus basse que le niveau de la nappe phréatique. Et l'eau souterraine, en fait, elle s'écoule très lentement. Si on est habitué de voir des rivières, hein, on a une idée du débit des rivières, l'eau souterraine, elle, c'est quelques dizaines de mètres par année peut-être. Donc, l'écoulement, c'est très, très lent. On est vraiment dans des échelles de temps qui sont différentes. Et donc, ce temps-là de contact avec la matrice de l'aquifère donne le temps à cette matrice-là de filtrer l'eau. Il y a des échanges qui se font entre les espèces chimiques, il y a les bactéries aussi. Juste le fait que le temps passe, les bactéries, à un moment donné, n'ont pas les conditions pour survivre, donc elles s'éteignent finalement. Donc, ça purifie l'eau naturellement. Voilà. Et quand on est en période de crue, par contre, le niveau de la rivière va monter subitement, puis ça va perturber l'écoulement des eaux souterraines parce que là, par gravité, là, la rivière a monté, l'eau souterraine ne peut plus sortir dans la rivière. Donc, on observe aussi une hausse de niveau d'eau dans les puits qui sont à proximité de la rivière, mais en général aussi parce qu'il pleut, ça recharge l'aquifère. Puis cette hausse de niveau-là des puits, elle peut être liée à trois phénomènes possibles quand on parle des puits près de la rivière. Là. Donc, le premier phénomène, c'est une onde verticale due à la pression d'eau. Donc, la rivière vient de monter, c'est comme un barrage hydraulique, l'eau ne peut plus s'écouler par là. Ça, c'est le premier phénomène. Donc, l'eau qui ne peut plus s'écouler, qui arrive dans le bas de la pente, finalement, elle finit par juste monter comme ça. Deuxième phénomène, ça serait, là, la rivière va vraiment monter plus haut que les eaux souterraines, donc on inverse le sens de l'écoulement de l'eau souterraine. Donc, l'eau de la rivière peut vraiment rentrer dans l'aquifère de façon latérale. Ça, on ne peut pas, même si on protège les puits en surface, on ne peut pas les protéger contre l'intrusion latérale. C'est leur but, c'est de pomper l'eau. Puis, le troisième phénomène, ça serait, si le sol lui-même est submergé, bien là, on peut avoir une infiltration d'eau vraiment rapide le long du puits si le puits n'est pas très bien protégé, s'il est mal scellé. Et donc, ces deux derniers phénomènes-là, en fait, eux vont impliquer une intrusion d'eau de surface dans les puits. Puis, dans le fond, cette eau de surface-là, de la rivière, elle peut comprendre des contaminants, entre autres des bactéries comme les E. coli, des nitrates, surtout si on est en zone agricole. Et puis, le temps de filtration ne sera pas suffisant pour éliminer ces contaminants-là. Et donc, ensuite, si les gens consomment l'eau sans l'avoir traitée de façon adéquate, ben, ils se retrouvent à avoir des risques pour leur santé. Donc, c'est pour ça que ça dérange on a une action. La réglementation au Québec dit quoi? À travers le RQEP, on dit que, dans le fond, le RQEP établit les normes de qualité de l'eau potable et l'obligation de satisfaire à ces dernières pour tous les systèmes de distribution d'eau destinés à la consommation humaine, incluant les puits individuels. Ça veut dire que les municipalités, les réseaux privés qui desservent plusieurs maisons ou les propriétaires de puits individuels, en fait, sont obligés de se conformer à ces normes de potabilité-là. Donc, dans les normes, on a plusieurs choses. Là, on a entre autres absence totale de E. coli, il faut que ça soit zéro. Concentration maximale acceptable à respecter pour 71 contaminants, dont 54 ont vraiment des exigences de contrôle, les autres, des trucs un peu plus exotiques là, qui se retrouvent pas. Et donc, le règlement oblige les responsables de systèmes de distribution municipaux et privés qui desservent plus de 20 personnes, parce que des fois, c'est vraiment des petits quartiers, là, comme un réseau, c'est pas municipal, mais ça dessert un quartier, à respecter les exigences de contrôle. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le règlement, il dit tout le monde doit satisfaire à ces normes-là, et on exige que les réseaux municipaux, tout réseau qui dessert plus de 20 personnes, doit passer des tests de façon régulière, puis là, la fréquence, puis le nombre de tests dépend de la taille du réseau. Fait que ça laisse un peu dans le flou les propriétaires de puits individuels, qui sont presque au nombre de 1 million au Québec, qui doivent se conformer et qui doivent fournir une eau de qualité potable à leurs familles et à leurs visiteurs, mais en même temps, ils n'ont pas d'obligation de faire tester. C'est un espèce de flou, finalement. Et puis, en cas d'inondation, qu'est-ce que dit le ministère de l'Environnement? Bien, il dit, OK, si ton secteur est inondé, considère ton eau non potable, attends 10 jours après le retrait des inondations, fais un traitement à l'eau de Javel dans ton puits. Après ça, après ton traitement à l'eau de Javel, tu dois faire au moins 2 analyses d'eau. Si les résultats sont négatifs, ça veut dire pas de contaminant, tu peux utiliser l'eau de ton puits. S'ils sont positifs, ben là, il faut que tu fasses bouillir ton eau si jamais c'est des bactéries ou changer pour une autre source sûre.
Donc, fait que c'est assez quand même complexe et évidemment, ben, il y a très, très, très peu de propriétaires. J'ai écrit riverains en parenthèse, mais de toute façon, en général, qui vont mettre ces recommandations-là en pratique. Donc, ça les rend vulnérables finalement en période d'inondation, mais dans d'autres périodes aussi. Donc, le projet qu'on a mené depuis les 2 dernières années, en fait, les hypothèses, c'était que justement, les puits riverains seraient à risque d'intrusion, soit latérale ou verticale, d'eau de rivière pendant les inondations-là, que cette eau-là de rivière pourrait entraîner des contaminants dans les puits et que les résidents ne mettent pas nécessairement les recommandations gouvernementales en pratique pour ce qui est de la consommation d'eau, ce qui engendrerait des risques pour leur santé. Ce qu'on voulait savoir, les objectifs ou les questions de recherche, c'est, premièrement, est-ce que les puits riverains ont été contaminés pendant les inondations? Si oui, ça dure combien de temps, cette contamination-là, dans le puits? Et on la voit jusqu'à quelle distance latérale de la rivière? Quels sont les meilleurs traceurs pour détecter une intrusion d'eau de surface versus une simple augmentation du niveau d'eau dans le puits qui ne serait pas due à une intrusion d'eau de surface? Puis les résidents sont-ils au courant des risques et est-ce qu'ils adaptent leur pratique de consommation en conséquence? Donc, le site d'étude, c'est à Stoneham et Tewkesbury, juste au nord de la ville de Québec. On y retrouve la rivière des Hurons. On a eu 3 inondations de la rivière pendant le projet, dont une qui a eu lieu à Noël pile, donc on n'est pas allé échantillonner chez les gens, mais sinon, c'est ça, on a eu quand même. Puis on a eu une quatrième comme presque inondation, mais qui a inondé certains puits quand même. On a choisi un tronçon de rivière d'environ 1 kilomètre. Il y a des puits d'âge varié d'une profondeur de 30 à 60 mètres. Et on a échantillonné des puits. On a échantillonné 13 puits, en fait, privés. Et puis, on a échantillonné aussi des points d'eau de surface de la rivière. Puis, on a choisi des puits qui étaient très près de la rivière, puis plus éloignés aussi. Et on a fait 15 campagnes d'échantillonnage sur 2 ans. Puis ça, ben, c'est ça. À gauche, c'est la rue. À droite, c'est la rue. C'est pas la même, là, c'est juste un petit chemin connexe, mais c'est vraiment, d'habitude, c'est une rue, puis ça, c'est en juillet 2023, j'avais de l'eau jusqu'à la porte. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a échantillonné l'eau chez les gens avant, pendant et après les inondations. On voit ici, dans le fond, ça, c'est les dates, puis on voit que ça, c'est le débit de la rivière, la courbe en bleu. La ligne rouge, c'est le débit au-delà duquel la rivière est considérée comme sortant de son lit. C'est 50 mètres cubes par seconde pour cette rivière-là. Et puis, nous, tous les petits points rouges qu'on a mis, c'est les dates auxquelles on a échantillonné. Il manque la fin de la courbe, là. Mais vous voyez qu'on a échantillonné pendant une inondation en mai, en juillet. En décembre, on n'a pas échantillonné, mais on a les niveaux d'eau dans les puits quand même, hein. Et puis ça, à droite, c'est la carte là, avec les puits en rouge qu'on échantillonne, puis en vert, c'est les points d'eau de surface. Et on a mis des capteurs de pression dans certains puits pour avoir le niveau d'eau. On a visé là, une variété de traceurs là, dans nos échantillons. On a analysé pour différents contaminants, comme entre autres les bactéries, E. coli, d'autres paramètres chimiques qui ne sont pas des contaminants, mais qui nous aident à comprendre la dynamique d'interaction de surface ou souterraine. Ben, c'est une variété de trucs, là, mais je vais vous présenter juste 2 choses aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on a fait. C'était ce qu'on avait fait pour les sciences naturelles. Pour les sciences sociales, on voulait valider un peu la perception du risque des gens qui habitaient à proximité de la rivière. On voulait voir s'ils adaptaient leur comportement, puis comment ils percevaient, dans le fond, les canaux de communication, puis l'organisation des responsabilités. Donc, pour ça, on a fait des entretiens semi-dirigés avec 7 participants à l'étude volet qualité de l'eau et des entretiens avec 3 organismes locaux qui sont impliqués dans la gestion de l'eau. Donc, les résultats du volet sciences naturelles, ça, c'est les polygones d'inondation. Je vais vous mettre ça dans les coups. Donc, on a eu les deux de gauche, c'est l'inondation du 1er mai 2023 et ensuite, en fait, le premier, c'est ça. Le deuxième, c'est les inondations du 18 juillet et du 11 juillet et du 18 décembre 2023 parce que les deux avaient presque le même débit. Donc là, quand on considère le débit de la rivière, nous, on a une compagnie privée qui est avec nous dans le projet qui nous fournit ces polygones d'inondation en fonction du débit. Donc, on voit quels puits sont inondés ou pas. Donc, pour mai, juillet, décembre, on a eu 5 puits qui étaient inondés. Et ensuite, en avril 2024, on était en bas de 50 mètres cubes par seconde. Ce n'est pas considéré comme étant une inondation, mais malgré ça, on a quand même, je pense, c'est 3 puits qui ont été inondés dans le secteur parce qu'évidemment, même si la rivière, globalement, ne sort pas de son lit, à des endroits qui sont plus bas, ça peut inonder. Donc, OK. Donc, qu'est-ce que ça nous donne quand on regarde les niveaux d'eau dans les niveaux d'eau dans les puits? Donc, ça, c'est différents puits. On a les dates en X, puis on a le niveau d'eau dans le puits en Y. Donc, on a en rouge, par exemple, c'est un puits qui est loin de la rivière, qui ne peut pas être inondé.
En vert, c'est le puits qui peut vraiment être le plus inondé. Puis ce qu'on voit, c'est que dans tous les puits où on a mis les capteurs de pression, on a une augmentation du niveau d'eau qui est abrupte et pas mal coordonnée dans le temps avec le débit de la rivière qui a débordé. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on a vraiment une intrusion d'eau de surface dans ces puits-là ou est-ce que c'est juste le phénomène un peu de barrière hydraulique ou juste le fait qu'il pleut vraiment beaucoup et ça augmente les niveaux d'eau? Ça, c'est avril, on a la même chose, le pic aussi. Puis c'est ça, on a un pic qui monte rapidement, puis ça peut descendre de façon rapide ou ça peut descendre de façon lente par après. Puis si on regarde justement le puits en vert, c'est au 13, c'est petit, là, mais ouais. Son pic, là, il va juste ici. Là. Fait qu'il est comme vraiment élevé, vraiment étroit. Fait que ça nous porterait à croire qu'il y a peut-être eu une intrusion justement d'eau de surface dans ce puits-là. Mais donc, est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est juste le phénomène de barrière hydraulique et puis finalement, ils ne sont pas à risque de contamination parce que c'est juste le niveau de la nappe phréatique qui a monté? Donc, ce qu'on a fait pour répondre à ça, on est allé regarder du côté des isotopes stables de l'eau. Je conçois que l'isotopie n'est pas la passion de tout le monde. C'est la mienne. Mais en gros, les isotopes, c'est une espèce de signature, c'est une espèce d'empreinte digitale des molécules ou des éléments chimiques. Donc, l'oxygène peut avoir un poids qui est différent. Il peut peser 16, 17 ou 18, dépendamment de si on y rajoute des neutrons ou pas. C'est juste ça, les différents isotopes, là, c'est les différents poids que l'atome peut avoir. Et puis, dans le fond, dans les précipitations, on sait qu'à Québec, dans les précipitations, on va avoir telle signature isotopique, puis ça varie en fonction de l'année. Fait que là, on est capable de dire, OK, on a l'empreinte digitale des précipitations. On sait que dans les eaux souterraines aussi, en fait, dans les précipitations, ça varie en fonction de la période de l'année. Dans les eaux souterraines, c'est stable parce que tout est atténué dans les eaux souterraines. C'est tellement long ce champ-là, puis voyager après ça, que tout est devenu comme une espèce de ligne plate. Donc, si on a à un moment de l'année des valeurs dans les eaux souterraines, disons que c'est moins 12 le chiffre, toute l'année. Puis, on voit, c'est comme mettons la ligne rouge, là, ça pourrait être mettons, moins 12. Et les précipitations qui sont l'espèce de petit quadrillé là, en noir, on voit que ça peut augmenter pendant l'été, descendre pendant l'hiver. Fait que là, ils ont des valeurs différentes. Donc, si on a de l'eau de surface qui ressemble aux précipitations, qui rentre dans notre puits, ça va faire changer notre valeur de moins 12, qui est supposée être stable toute l'année. Donc, ça serait une bonne indication qu'on a eu de l'eau de surface qui est rentrée direct. Donc, finalement, si on regarde le STO 1, quand on regarde sa courbe en rouge, qui est ses valeurs isotopiques de l'eau dans le puits, on a vraiment un pic, là. Puis en vert pointillé, c'est la rivière, puis ça correspond vraiment beaucoup. Mais sauf qu'en fait, la rivière ne peut pas se rendre là parce que c'est vraiment plus en hauteur, mais ça correspond aussi aux précipitations. Donc, on sait que dans ce puits-là, il est rentré de l'eau de surface. Ça ne peut pas être la rivière parce qu'il est trop élevé, mais ça peut être les précipitations, puis effectivement, ce puits-là est mal protégé en surface. Donc, on sait que l'eau rentre dedans. Si on regarde le deuxième cas de figure, c'est un puits qui est non inondable, mais qui est quand même vraiment proche de la rivière. On voit un petit pic dans la ligne rouge quand même, hein? Puis il est comme décalé un peu là, du pic dans la rivière. Donc, est-ce que ça serait l'aquifère, une intrusion latérale via l'aquifère, ou est-ce que ce serait les précipitations qui seraient rentrées? On n'est pas trop sûr. Puis le troisième cas de figure, c'est le STO 13, c'est le puits que je vous disais qui était le plus inondable. Il est vraiment sur le bord de la rivière. Lui, il n'y a pas vraiment de pic, en fait. Donc, il n'y a pas eu de variation dans sa valeur stable qui est supposé être là toute l'année. Donc, on n'a pas eu d'évidence qu'il y a eu une intrusion de l'eau de la rivière ou même des précipitations dans ce puits-là. C'est-à-dire qu'on voyait un pic de la hausse du niveau d'eau dans le puits. On se demandait si c'était une intrusion d'eau, mais les isotopes nous disent non, ce n'est pas une intrusion d'eau de surface, c'est vraiment juste la nappe phréatique qui a monté et redescendu rapidement. Fait que ça nous informe finalement sur la vulnérabilité, en fait, de ces puits-là. Mais ça peut nous informer seulement quand on est au bon moment de l'année. Tu sais, l'été, les valeurs isotopiques sont plus hautes, l'hiver sont plus basses, mais printemps, hiver sont comme pas mal au même niveau que la nappe phréatique, donc ce n'est pas des moments où on peut utiliser ce traceur-là. Il y a d'autres traceurs qu'on peut utiliser, mais je ne rentre pas là-dedans aujourd'hui. Donc, bonne nouvelle, il n'y a pas eu vraiment d'intrusion d'eau de la rivière, donc on pourrait se dire que tout va bien, il ne reste pas d'être contaminé. Mais ça change un peu quand on regarde les contaminants comme les bactéries E. coli. Donc, certaines souches de E. coli sont pathogènes, peuvent causer des gastro, mais aussi des infections urinaires, des maladies plus graves, surtout chez les jeunes enfants, les personnes âgées. Et puis ici, on voit en fait un graphique. En X, c'est le nombre de jours à partir d'une inondation. Donc, on part de 0 pendant l'inondation, puis on s'en va jusqu'à 250 jours. Puis en Y, c'est la quantité de E. coli. Donc, la norme dans les eaux souterraines, l'eau des puits, c'est 0. Il ne faut pas qu'il y en ait.
Et puis, ce qu'on voit, c'est qu'en rose, c'est les échantillons de rivières, donc beaucoup plus de colis dans les rivières que dans les puits. Quand même une bonne nouvelle. Bon, bonne nouvelle pour les puits. Dans les puits, ce qui est en vert, on dépasse la norme pour l'eau potable dans une période là, qui va jusqu'à peu près 14 jours après les inondations. Sauf que ce qui est intéressant ici, c'est, je vous ai dit, les puits, c'est en vert, mais si vous regardez, il y a du vert pâle et du vert foncé. Puis, dans le fond, les concentrations d'alcoolie étaient vraiment plus élevées dans les puits non inondables que inondables. Parce que les puits inondables, là, c'est en vert pâle, puis leur barre est tellement petite qu'on ne la voit pas. On voit juste les outliers, les cercles vert pâle. Alors que dans les puits non inondables, on a vraiment des quantités de E. coli. Donc, c'est ça. Fait que dans le fond, les résultats microbiaux supportent les autres résultats avec les isotopes, ce qui nous suggère qu'il y a plus d'infiltration d'eau de surface, mais plutôt provenant des précipitations à la surface, dans les puits qui sont éloignés de la rivière que dans les puits qui sont sur le bord de la rivière. Puis si on regarde sur une carte, justement, là, après 0 jours, 3 jours, 7 jours et 14 jours après les inondations, on voit qu'à 0 jour, il commence à avoir un peu de colis. 3 jours, il y en a plus, parce qu'évidemment, ça prend toujours un temps pour se rendre. Là. Puis après 14 jours, ben, ça ressemble pas mal à conditions normales. Donc, les conclusions pour le volet sciences naturelles. Est-ce que les puits riverains sont contaminés en période d'inondation? Ben, en fait, tous les puits ont été contaminés en période d'inondation ou de forte précipitation. La rivière, par contre, qu'on a échantillonnée, elle est peu contaminée, donc ça ne facilite pas l'intrusion, en fait, la détection de l'intrusion d'eau de surface dans les puits. Pendant combien de temps ça a été contaminé? 7 à 14 jours. Et jusqu'à quelle distance de la rivière? Ben, on ne peut pas répondre parce qu'en fait, ça a été surtout loin de la rivière que les puits ont été contaminés. Mais, donc, on pourrait penser que les puits près de la rivière, en fait, se trouvent à être un peu protégés, mais si la rivière était vraiment contaminée, je ne mettrais pas ma main au feu qui sont protégés. Parce que là, juste une petite infiltration d'eau de très contaminée aurait des répercussions qui pourraient être vraiment graves pour la santé. Donc, après ça, volet sciences sociales. Première chose qu'on a regardé, c'est la perception du risque par les propriétaires de puits. On a commencé par regarder c'est quoi leur niveau de connaissance. Il y a deux propriétaires qui ont mentionné que la responsabilité de la qualité de l'eau revient seulement aux propriétaires. C'est-à-dire que les autres n'étaient pas nécessairement au courant. Il n'y a aucun propriétaire qui connaissait la réglementation gouvernementale en lien avec la fréquence des tests ou en lien avec les inondations et les tests dans les puits. Il y a un seul propriétaire qui semblait globalement renseigné au sujet des risques liés à la contamination des puits. Il y a 5 participants sur 7 qui ont communiqué des croyances erronées du genre tous les contaminants sont détectables grâce au sens ou le corps rejette automatiquement l'eau contaminée. Oui, ça serait pas pire, mais oui. Perception des menaces, maintenant, ben, on a vraiment comme deux populations là, dans nos valeurs. Il y a des gens qui ont vécu une contamination, qui le savent parce que notamment dans le volet sciences naturelles, on leur transmettait les résultats. Ceux qui ont vécu une contamination ont exprimé de l'inquiétude par rapport à leur santé. Ils ont aussi déjà appliqué les actions afin de préserver la qualité de leur eau et, par exemple, fait un traitement justement à l'eau de Javel ou un traitement là, qui est plus permanent, là, par exemple une lampe UV pour détruire les bactéries. Puis en revanche, les participants qui n'avaient pas vécu de contamination, ils avaient une faible perception de leur exposition au risque. Ils ne se considéraient pas vulnérables et il y en a 2 d'entre eux qui n'avaient même pas consulté le rapport qu'on leur a remis par rapport à la qualité de l'eau de leur puits. Maintenant, est-ce qu'ils adaptent leur comportement? En situation normale, donc pas pendant les inondations, on a 4 participants qui disent qu'ils n'ont pas effectué de test depuis au moins 19 ans. Il y a 4 propriétaires qui n'utilisent aucun traitement, mais ça, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. T'sais, si ta qualité de l'eau est bonne, tu n'es pas obligé d'avoir un traitement. Mais c'est juste pour donner une idée s'il y en a qui se sentent peut-être protégés et avec raison parce qu'ils ont un traitement là, contre les bactéries, par exemple. Puis c'est ça, il y en a 2 qui disaient qu'il y avait un traitement contre les bactéries. Et en période d'inondation, il y en a 6 qui ont dit qu'ils ne changeaient pas leurs habitudes, puis il y en a un qui a dit qu'il faisait bouillir son eau pendant l'inondation. Une fois que les eaux étaient retirées, il recommençait à la consommer. Donc, en général, on avait une assez faible perception des risques. Donc, il n'y avait pas vraiment de tests qui étaient faits de qualité d'eau ou de changement de comportement lors des inondations, mais ça peut mener évidemment à une vulnérabilité accrue des propriétaires de puits. Pour ce qui est des canaux de communication, justement, pour leur dire qu'est-ce qu'ils devraient faire en général ou en période d'inondation, bien, les endroits où ils ont dit qu'ils chercheraient de l'information s'ils ressentaient le besoin, c'était entre autres les installateurs de puits pour les caractéristiques physiques du puits. Pour ce qui est de la qualité de l'eau, c'était les groupes de recherche universitaires, les scientifiques. Le coût élevé des systèmes de traitement ne va pas là, mais c'est dans les barrières.
Ensuite, le matériel informatif que les gens considéraient comme fiable. Au niveau des documents, c'est des rapports scientifiques, les résultats de tests de laboratoire. Dans les médias, ils considéraient fiable le journal local de la municipalité, Internet en général, Facebook et les documentaires télé. Et les acteurs qui étaient considérés fiables, ça incluait la municipalité, le gouvernement et les OBB. Mais là, évidemment, municipalité N égale 1, c'est 1 sur 7 qui a mentionné ça. Là. Donc, ça ne veut pas dire que tout le monde pense que la municipalité est fiable. C'est ça. Et puis, les canaux qui ont réellement atteint les propriétaires, en fait, le seul moyen de communication que les propriétaires ont été au courant, c'était un document envoyé par la poste par la municipalité concernant l'entretien du puits. C'est le petit journal local qui est envoyé à tout le monde. À peu près aux 2-3 ans, ils rappellent les recommandations pour les puits. Puis, il y a 2 propriétaires qui avaient vu cet article-là, mais c'est tout. Sinon, il n'y avait aucun canal de communication qui s'était rendu à eux. Ce que les propriétaires de puits et les acteurs qui ont été interviewés considéraient comme des solutions, des pistes de solutions réalistes et durables pour les captages. Pour ce qui est des propriétaires de puits, ils disaient on a besoin de meilleures méthodes de transmission de l'information parce qu'on n'est pas informé du tout. Il y en a un qui a dit qu'il aimerait avoir une ligne téléphonique d'aide neutre parce que quand on a un problème de contamination, souvent, on a le résultat du laboratoire, c'est difficile de le comprendre. Là, on se dit, OK, il faut que je fasse quoi comme test? On appelle quelqu'un qui vend des machines pour traiter l'eau. Puis là, évidemment, eux veulent nous vendre des machines. Donc, ça prendrait vraiment une ligne d'aide neutre, conseil des gens. Mise en place d'un soutien municipal accru ou une offre d'un test gratuit une fois par année. Mais il y a 4 propriétaires sur 7 quand même qui disaient qu'ils ne souhaitaient pas davantage d'implication de la municipalité ou plus de réglementation parce qu'ils voyaient plus venir les problèmes pour eux que les bénéfices. Pour ce qui est des acteurs du milieu, il y en a 2 qui ont mentionné de créer une banque de données sur l'eau souterraine. Je suis vraiment d'accord avec eux. Utiliser la municipalité comme intermédiaire entre le citoyen et le laboratoire. Là, j'ai écrit N. C'est pas un chiffre à côté de ça parce que je me suis dit, si j'écris N égale à 1, ça ne vous dit pas qui a dit ça. On dit qu'on voudrait que la municipalité s'implique, mais c'est-tu la municipalité qui dit ça ou c'est les autres? Dans ce cas-ci, c'était la municipalité. Tu es d'accord pour dire qu'il pourrait servir d'intermédiaire? Et une très bonne idée, je trouve, c'est en échange du partage. Tu sais, si le citoyen reçoit son résultat et qu'il accepte de le partager, bien, il pourrait avoir un demi-tarif, quelque chose comme ça. Parce que là, ça permet d'avoir une banque de données de qualité de l'eau. Mais la municipalité note quand même que leurs ressources humaines et financières sont trop limitées pour mettre ça en place. Mais il serait quand même d'accord de le faire, s'il y avait des moyens. Ensuite, intégrer la gestion des eaux souterraines à la charge des OBV, des organismes de bassin versant. Elle égale tous sauf OBV. Comme ça. Ne pas légiférer davantage au niveau individuel, donc par exemple des obligations de test ou des obligations de traitement de l'eau, parce que c'est trop complexe à implanter, puis ça semblait être assez généralisé. Là. On ne veut pas s'en aller dans aller vérifier si les gens font leur test. C'est vraiment complexe. Donc, les recommandations de ce volet d'études, c'était d'utiliser en même temps plusieurs canaux de communication pour rejoindre différentes personnes. Prévoir un service périodique de transport collectif des échantillons vers le labo, vraiment faciliter cette logistique-là, le citoyen laboratoire. Instaurer un coût plus faible pour les analyses en échange du partage des informations. Renforcer la sensibilisation lors de transactions immobilières. Ça, je trouve que c'est vraiment intéressant aussi. Les courtiers immobiliers pourraient être au fait de ces questions-là d'eau potable. Les inspecteurs en bâtiment, c'est quelque chose qui devrait, parce que c'est connu, au Québec, on a eu des projets régionaux sur la qualité des eaux souterraines. On sait que dans telle région, il y a un problème d'arsenic qui vient de la roche. Dans telle autre région, il y a du manganèse. Ça pourrait vraiment faire partie des choses que les inspecteurs en bâtiment documentent et transmettent comme information. Puis après ça, impliquer les spécialistes de la communication du risque dans la création et le partage de contenu, parce que visiblement, juste avec un site web, on ne réussit pas à rejoindre les gens. Voilà.